Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va corriger une fois de plus, j'ai envie de dire, certains propos de Ghislain Wattrelos. Alors, en corriger certains, en compléter d'autres, de façon à ce que vous puissiez avoir une vision un peu plus complète et on va dire un peu plus pragmatique des choses qui sont abordées. Et je corrigerai également parfois certains propos de Jean Serra qui ont pu être dits au cours de cette émission et qui ne sont pas toujours corrects comme vous allez voir. Alors j'ai deux réactions. La première réaction, c'est je suis content. On en Bah oui. reparle enfin parce que 11 ans après, je suis désolé, mais on sait toujours pas où ils sont, c'est toujours pas ce qui s'est passé. Et puis on oublie un peu cette affaire, donc je suis très content qu'on en reparle. La deuxième réaction, c'est je ne crois pas du tout dans ces recherches parce que je pense qu'on ne cherche pas au bon endroit et que ce sera encore un coup de l'épée dans l'eau. Et malheureusement, tout ce qu'on dit, ça change rien, mais on cherche au mauvais endroit. Donc je suis un peu désespéré, mais je suis quand même content qu'on en reparle. Alors oui, enfin, on en reparle et ça c'est quand même un soulagement, ça je comprends parfaitement Guilain là-dessus. Mais il faut savoir que même si on n'en parle pas publiquement dans les médias, j'en parle énormément quand même sur ma chaîne YouTube, hein. J'ai quand même publié plus d'une centaine de vidéos sur le sujet en l'espace d'environ 5 ans. Et j'en publie régulièrement pour pouvoir mettre au courant les gens de ce qui bouge, en fait, des nouveaux rapports, des reprises des recherches, également pour contrebalancer ce que l'on peut entendre à droite à gauche et faire en sorte que les gens puissent avoir une vision un peu plus cohérente et factuelle des choses. Donc moi je continue à en parler, c'est pas un souci là-dessus. Donc oui, c'est une bonne chose, on en reparle et tant mieux. Oui. Jean Serra, on cherche où? Et est-ce que vous partagez l'avis de Guylain Wattrelos qui dit qu'on ne cherche pas au bon endroit? Ça fait très longtemps que je partage le même point de vue que M. Wattrelos, ça c'est clair. Jean, quand un avion s'écrase, M. Waterloo, il s'écrase sur la trajectoire de vol de l'endroit d'où il est parti vers l'endroit où il va arriver. C'est tout le temps comme ça. Oui. Bon, là, il est carrément, il a fait demi-tour. Il est parti, il a contourné, Bah, c'est il une a des contourné la interrogations. Malaisie. Malaisie. Comment vous expliquez ça? Parce que ceux qui nous écoutent, je pense que, enfin, moi, je suis un novice. Comment c'est possible un truc pareil? Alors, première chose, Jean et puis qu'il ait tourné, Guylain. qu'il soit ensuite parti vers le détroit de Malacca, qu'il ait contourné autour de Sumatra, c'est une des thèses. Mais on n'est pas certain. Il y a des gens qui remettent en cause cette thèse-là. Donc, je ne sais pas qui a raison, je ne me permettrai pas de dire qui a raison ou Bien tort. sûr. Alors, ce que je constate, c'est que Jean Serra prend énormément de pincettes par rapport à des informations qui sont pourtant suffisamment fiables et crédibles. Alors, est-ce qu'il veut faire peut-être plaisir à Guilain qui est à côté? Bon, je me pose aussi des questions. Mais le fait est que on a des éléments qui sont suffisamment concordants pour pouvoir dire que cet avion a bien fait demi-tour. Les données de radar brutes qui ont été récupérées par Independent Group et par Caption sont irréfutables. Communication, du moins la connexion du téléphone du copilote à Penang montre aussi que l'avion était forcément dans le coin. Donc on a des éléments suffisamment probants pour pouvoir dire oui, cet avion il a fait demi-tour. Contrairement à ce que Jean Serra pense. Si effectivement ils ont contourné donc la partie de Sumatra pour redescendre ensuite plein sud jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence, il y a même certains qui affirment qu'il aurait améri, même pas craché, quelqu'un l'aurait piloté pour amérir au milieu de nulle part, au milieu de l'océan. Non, mais Alors le fait d'affirmer que cet avion aurait améri. Alors attention, je n'ai pas dit que j'étais certain que cet avion avait améri. J'ai toujours dit que je considérais que c'était tout à fait plausible que l'avion ait pu amérir pour plusieurs raisons. Premièrement, cet avion a été piloté pendant la première heure. Donc la question qu'on peut se poser, pourquoi il ne serait plus piloté à la fin? Ça, c'est une première question que je pose. Ensuite, le flaperon qui a été retrouvé. Ça, j'ai expliqué, j'ai fait une analyse technique de ce flaperon pour dire qu'une partie de ce flaperon a été arrachée et que ce n'est absolument pas cohérent qu'on ait cet arrachement dans le cas d'un impact à grande vitesse. Par contre, dans le cas d'un amérissage, avoir ce genre de dégâts sur le flaperon, c'est bien plus plausible. Donc, c'est un élément qui va dans ce sens. Pour autant, affirmer avec certitude que cet avion a été améri, non.
Oui, je pense que c'est plus probable qu'un crash à grande vitesse. Pour autant, de dire que c'est une affirmation et que c'est une certitude, soyons clairs, la réponse est non. Il faut être prudent quand on dit les choses. Le seul critère que nous avons qui était à peu près sérieux, c'est les relevés du satellite. Qu'est-ce qui se passe? On a un boîtier dans l'avion qui s'appelle le boîtier ACARS. Ce boîtier ACARS, il, par exemple, enregistre, il y a une panne, il y a par exemple le pilote automatique a sauté, pour lui c'est une panne, il va via un récepteur qui se trouve après lui et que l'on ne peut pas couper depuis le poste, il va envoyer un message à la compagnie aérienne. Alors, ce dont nous parle ici Jean Serra, c'est du SATCOM, même s'il nous parle en fait de la CARS. En réalité, il nous parle du SATCOM parce que la CARS utilise le SATCOM. Il donne une explication qui est assez simplifiée, parce que c'est sûr que pour le public, si on rentre dans le détail, on perd 90% des gens. Je vous renvoie vers les vidéos où je parle justement de la panne du SATCOM et de la panne de la CARS, puisque j'ai fait quand même 2 vidéos séparées, pour vraiment bien séparer les choses, hein, parce qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose. Voilà. Ce qu'il nous dit, c'est que ce système, on ne peut pas le couper depuis le cockpit. Ah bon? Ah, ça veut dire qu'il connaît très très mal le dossier. Parce que j'ai quand même démontré qu'on pouvait couper l'alimentation du SATCOM avec seulement 2 boutons dans le cockpit. Donc voilà, moi ça montre qu'il y a une maîtrise du dossier de la part de Lancera qui est très limitée et qu'il n'a pas connaissance de certains systèmes. Il n'était pas sur 777, visiblement il ne le connaît pas. Donc faut aussi parfois relativiser ce que l'on entend là, hein. On sait que cet ACARS a été coupé. D'accord? Par contre, le boîtier radio qui était derrière n'était pas coupé. Et il y avait un relais systématique entre ce boîtier radio et le satellite, parce qu'on appelle un ping, une fois par heure. Donc, c'est là que Inmarsat, avec ses pings, a analysé des distances, a donc fait des arcs de cercle et a dit, ben voilà, le premier arc de cercle était là, deuxième était là, donc le dernier, il était là, donc il est quelque part le long de ce cercle qui montait jusqu'au-dessus du Pakistan. C'est pour ça qu'on a un... Donc il a cherché une partie qui se trouve non loin de l'Australie. Alors l'explication qui est donnée là par Jean Serra sur le fonctionnement du SATCOM et de la CARS, elle est globalement correcte. Voilà, il dit clairement que la CARS a été coupée. Oui, bah, c'est aussi ce que je dis et je ne suis pas le seul à le dire. Donc l'explication, elle est plutôt bien simplifiée à ce niveau-là sur les données Inmarsat, ce à quoi elles correspondaient. C'est très simpliste pour le public, mais c'est suffisant pour la grande majorité du public. Alors, moi, j'aimerais revenir sur la société Inmarsat. Oui, on a des pings. Il faut savoir que la société Inmarsat n'a jamais voulu donner ce qu'on appelle les raw data, donc ces données initiales, ni à l'enquête, ni aux familles. Pourquoi? Pourquoi? Je vous le demande. Bah, le pourquoi, je peux très bien vous le dire. C'est qu'en fait, Inmarsat ne peut pas donner les raw data pour qu'elles soient diffusées dans le public, parce que si vous avez toutes les lignes de code qui permettent de définir comment vous vous connectez au réseau, vous ouvrez la boîte de Pandore, c'est-à-dire que vous ouvrez une possibilité de piratage du système. Donc Inmarsat ne donnera jamais les raw data. Par contre, on a les BTO et les BFO qui ont été extraits de ces données brutes et qui sont les seules données qui permettent d'avoir une idée de la position de l'avion à ce moment-là. Donc attention à ce que vous entendez. Oui, c'est vrai, on n'a pas les raw data. On en parlera un petit peu après parce qu'il en reparle par rapport à la gendarmerie. Et vous verrez que en fait, la gendarmerie française a reçu ces raw data. On en parlera à ce moment-là un petit peu plus loin. Ce qu'ils ont montré à la télé, il y avait des lignes, des colonnes. Ils ont juste envoyé un tableau Excel aux enquêteurs. Mais il manque des lignes, des colonnes. Moi, je pense que ces données Inmarsat sont fausses. Totalement fausses. Elles ont été fabriquées. Falsifiées, donc je fabriquées. ne crois pas à ce demi-tour. Alors ce point a toujours été un désaccord que l'on avait, Guilain et moi-même, sur ces données Inmarsat. Lui a toujours considéré que ces données avaient été fabriquées. Moi j'ai toujours dit que, en l'absence de données suffisamment probantes permettant de confirmer qu'elles avaient été fabriquées ou déformées, j'étais bien obligé de les prendre pour acquis. Et on n'a rien trouvé. Il faut savoir qu'Independent Group a pu quand même creuser ces données. Il n'y a pas d'incohérence en fait dans les données qui ont été révélées au niveau des BTO et des BFO, même s'il y a des fois des variations qui interrogent, mais
on est bien obligé de faire avec. Mais ces éléments ont été quand même, et ça faut le savoir, et ça je le répète, envoyés par le boîtier SATCOM à l'intérieur de l'avion, un boîtier qui avait son propre identifiant, qui est propre à l'avion, donc on sait pertinemment que ces données ont été envoyées par cet avion et pas un autre. Donc ça, faut le dire. Voilà. Et ces identifiants, voilà, on est en mesure d'avoir quand même pas mal d'éléments lors des connexions qui ont été transmises. Alors on a les BTO, les BFO, mais il n'y a pas que ça. On a également plusieurs informations supplémentaires avec certes des tableaux Excel, mais on a quand même pas mal d'éléments, mais on n'a pas non plus les données brutes parce qu'il y a certaines infos qu'Inmarsat n'a pas envie de voir sur la place publique. Et ça, c'est pas une question de complot, c'est juste une question de sécurité informatique. Je vais vous dire pourquoi, une autre raison pour laquelle je ne crois pas à ce demi-tour. Si vous regardez la carte et vous regardez le trajet qu'on nous On donne, va remettre la carte. il y a au moins 10 pays qui devraient avoir vu cet avion. 10 pays. Tous ceux qui sont autour, en Donc, fait. Voilà, oui. La Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, l'Inde, Sumatra. Personne ne l'a vu. la Birmanie, et tout le monde dit l'Indonésie. Les gens disent ne pas l'avoir vu. Comment vous expliquez ça? Je vous pose la question. Bah, moi aussi. Ouais. Et je peux vous dire, c'est pas des pays qui peuvent se mettre d'accord du jour au lendemain en disant on est d'accord, on dit qu'on n'a rien vu. Ils se supportent pas, ces pays-là. Alors je vais être franc avec vous. Qui a dit en premier à Guillain qu'il y avait des pays qui auraient dû voir cet avion sur leur radar? Bah c'est moi. C'est moi qui ai passé cette première info. Pourquoi? Parce que dans le premier rapport que l'on avait, premier rapport factuel, j'avais ploté donc la dernière position radar de l'avion et j'avais regardé quels étaient les radars qui étaient dans les environs. Et notamment, il y avait 2 radars sur la côte nord de l'Indonésie et un radar en Thaïlande. Et ces 3 radars étaient normalement en capacité de détecter l'avion à une altitude du niveau 300, qui est niveau 2,95 précisément, hein, ce qui avait été donné par les autorités. Et ces radars auraient dû voir l'avion à cet endroit-là, particulièrement les 2 radars indonésiens. Et c'est moi qui ai donné cette information-là à Guillain. C'est moi qui lui ai dit qu'il y avait ces 2 radars-là qui auraient dû le voir. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces radars-là étaient fonctionnels cette nuit-là? Et bien malheureusement, ça on ne le sait pas. Donc ça n'est pas parce que ces deux radars-là devaient voir l'avion que l'on doit considérer que les pays à côté n'ont rien vu ou qu'ils ont menti. Faut faire attention aux informations dont on dispose. Donc lui, il l'a considéré de cette manière. Moi, je lui ai toujours dit, attention, ça ne veut pas forcément dire ça. Et j'ai failli d'ailleurs rentrer dans un piège de France 2 lors d'une émission complément d'enquête qui avait été filmée, je ne sais plus en quelle année c'était. Ils ont essayé de me faire dire sur cette information-là que les autorités donc mentaient. J'aurais toujours dit, attendez, c'est pas parce que il y a un endroit où un radar aurait dû voir l'avion et que les autorités indonésiennes en l'occurrence disaient que ce radar en question n'avait pas vu l'avion, ça ne veut pas dire qu'ils mentent. Donc ils étaient venus une première fois avec une question là-dessus. Dans la foulée, quelques instants après, ils reposent à nouveau la même question posée différemment. Je leur réponds de la même manière. Ils me reposent encore une troisième fois la question quelques minutes plus tard. En fait, ce qu'ils cherchaient, c'est d'avoir quelqu'un qui leur dise « Ah, les autorités indonésiennes ont menti ». Et j'ai bien tenu tête et j'aurais dit « Non, attendez, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire ». Donc au final, ils n'ont pas gardé mon interview parce que ça n'était pas suffisamment accusateur envers la Malaisie. Et leur documentaire a été tout sauf objectif. Le documentaire, ça a été de taper contre la Malaisie. Et c'est pas ça que j'appelle un travail de journalisme. C'est pas ça être objectif. Donc, faut faire attention dans ce qu'on dit à ce que l'on peut interpréter. Et ça, j'ai été très clair. Donc oui, ces données-là, au départ, ce qu'on avait dans le rapport factuel, à cet endroit-là, dans le détroit de Malacca, c'est moi qui ai dit à Guillain qu'il y avait des radars qui auraient dû le voir. Mais pour autant, ça ne veut pas forcément dire que ces radars étaient actifs ou que ces radars, ça se trouve, ils n'ont peut-être même pas détecté, pour des raisons techniques qui font que le radar, il ne regarde peut-être pas à ces endroits-là. Donc voilà, faut attention à ce que l'on peut en dire sur ces informations radar, faut être prudent. Ouais. Alors, quel intérêt Inmarsat aurait à ne pas donner toutes les informations? Ça veut dire qu'ils essaient de protéger quelqu'un? Non, je l'ai juste expliqué tout à l'heure, ils n'ont pas envie que les lignes de code
soit dans le domaine public et que ça ouvre une porte possible à du piratage. Non, je vais vous dire. Le lendemain du crash, le FBI est à Kuala Lumpur. On est d'accord? Donc les Oui. Américains sont à Kuala Lumpur le lendemain, vont Oui. chez le pilote, prennent le simulateur de vol du pilote. Pourquoi le FBI est sur place le lendemain? Ils sont pas en charge de l'enquête officiellement. Ouais. Ils ont Mais rien à faire ici. Ils ont rien à faire là. Ouais. Donc ce sont les Américains qui mènent l'enquête. Alors, ce point concernant le FBI, c'est quelque chose que Guillain parle régulièrement en fait dans les médias. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on a souvent des variantes en fait dans ce qu'il dit. Vous avez déjà cette information comme quoi le FBI était au domicile du pilote dès le lendemain. Ça n'est pas vrai. C'est totalement faux. On a plusieurs éléments qui permettent de le prouver, et notamment le fait que dès le lendemain de la disparition, vous avez des équipes de journalistes qui campent devant le domicile du pilote, du commandant de bord, et qui filment tous les allées-venues. Et on sait, grâce à ça, parce qu'on a des images qui ont été filmées par ces journalistes, que les enquêteurs malaisiens sont venus au domicile du pilote très tardivement. Alors j'ai plus la date exacte, mais c'est plus d'une semaine après. On a les images des enquêteurs malaisiens. Et on sait que c'est la police malaisienne. Ça n'est pas le FBI. Il n'y a aucun agent du FBI avec eux. On ne voit que des policiers malaisiens. Donc cet argument, les gens le croient parce que c'est Guillain qui le dit. Non, il n'y a aucun élément qui permet d'attester ce qu'il dit, et même les éléments dont on dispose montrent que personne ne s'est rendu au domicile du pilote. Les journalistes essayaient de voir la famille du pilote, sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la femme du commandant de bord et les enfants vivaient à la résidence secondaire, puisque visiblement ils étaient séparés, mais ça on le découvre un petit peu plus tard. Donc on a des éléments qui sont suffisamment factuels pour pouvoir dire non, le FBI n'a pas été au domicile du commandant de bord le lendemain. Ça n'est pas vrai. Autre chose qu'il a déjà dit, c'était que le FBI était aussi dès le lendemain dans les locaux de la compagnie aérienne Malaysian Airlines. Ça aussi c'est totalement faux. Totalement faux. Le FBI ne peut pas rentrer dans le bâtiment de la Malaysian Airlines. Ils ne peuvent pas. Donc c'est totalement faux. Ce qu'il a dit aussi ces derniers jours, une autre variante, que la CIA aussi était au domicile du commandant de bord le lendemain. En fait, il croit vraiment en fait à ce discours-là, sauf que les éléments dont on dispose ne vont pas dans ce sens. Donc on est toujours obligé de recaler, et c'est aussi un peu le but de cette vidéo, de recaler les informations que malheureusement Guillain transmet et qu'il faut parfois minorer. Ensuite, ce sont les Anglais, via Inmarsat, qui disent où est l'avion. Hein. Inmarsat est très lié au service secret anglais. Et troisièmement, ce sont finalement les Australiens qui cherchent. Vous êtes en plein dans ce qu'on appelle les Five Eyes, hein, les services secrets anglo-saxons, les 5 yeux. Vous êtes en plein là-dedans. Donc pour vous, c'est une histoire de service secret. Ah ben c'est eux qui comptent. Non, c'est les Américains qui sont à la manœuvre. Après, c'est une histoire de service secret. Alors depuis longtemps, Guillain est convaincu un peu de ça. Alors ce que je n'arrive pas à savoir, et ça je n'ai pas réussi à le savoir même, est-ce que cette piste des Five Eyes, comme il aime bien souvent la présenter, hein, vient de lui ou vient de Florence de Changy, parce qu'il tenait exactement le même discours par rapport à ça. Est-ce qu'il fait que reprendre le narratif de Florence de Changy, ou est-ce que c'est une conviction et qu'il a on va dire, convaincu Florence de Changy? Ça je ne saurais pas dire dans quel sens ça a été. Mais le fait est que ça revient régulièrement dans ses propos, et pour avoir quand même creusé ça à l'époque, bah, malheureusement je n'ai pas du tout d'éléments probants pour pouvoir appuyer sa thèse. Mais au départ, l'hypothèse la plus forte, c'est que l'avion a été abattu par des tirs. L'avion est tombé là où on l'a perdu. Il a été abattu à cet endroit-là. Il a été abattu, selon vous? Selon moi, oui. Mais vous n'avez pas d'éléments qui peuvent... J'ai plein d'éléments. J'ai mené l'enquête. J'ai plein de gens qui m'ont dit tas de choses. Je n'arriverai pas à mettre noir sur blanc et à le prouver noir sur blanc. Néanmoins, j'ai des tas de gens qui m'ont dit plein de choses, qui ne se connaissent pas, qui m'ont dit des choses, et je pense que c'est la vérité. Si vous saviez le nombre de gens qui ont contacté Guillain quand j'étais en contact avec lui, et ce qui me faisait remonter, on avait des informations de certaines personnes qui étaient, c'était bien perché, et je me mets à sa place, ça doit pas être évident de faire le tri dans toutes ces informations. Donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, concernant le doute sur le demi-tour de l'avion, j'avais consacré une vidéo complète dessus, je mettrai le lien, pour expliquer
tous les éléments qui sont repris pour expliquer que cet avion n'a jamais fait demi-tour. Je parle d'un témoignage par exemple d'un gars dans une station pétrolière dans le secteur. J'ai démonté complètement ce témoignage parce qu'il y a plein de choses qui ne collent pas, non seulement dans la lettre, dans le mail qui a été récupéré, mais également en termes de distance, c'est impossible qu'à plus de 500 km, ce gars sur une plateforme pétrolière ait pu voir l'avion, du moins une boule de feu, comme il dit. Des témoignages concernant, soi-disant, des conversations radio sur une fréquence de détresse enregistrées par une base aérienne militaire sur place. J'en passe, hein, il y a plein d'autres. Des gens qui auraient vu soi-disant des images de l'avion craché à la télé vietnamienne, ça aussi complètement démonté. Des témoignages qui auraient dit l'avion à tel endroit, ça ne colle pas parce qu'au niveau de l'heure de l'observation, ça ne va pas non plus. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, je vous renvoie vers cette vidéo en question. Mais voilà, Guillain est resté vraiment dans cette idée que cet avion n'a jamais fait demi-tour. J'ai eu beau lui présenter tout un tas d'éléments concrets dessus. C'est son choix. Il veut pas voir les choses en face, mais au bout d'un moment, il veut pas voir les choses en face, mais on peut pas réfuter certains éléments, dont les données radar, dont le bornage du téléphone du copilote à Penang. Non, non, non. Abattu, mais par erreur. Pas forcément. Non, non, je pense que ça a été volontaire en l'occurrence. Alors pourquoi Mais il y a des volontaire bases militaires à côté, il y a des choses identifiées qui Alors, il y a pourraient une être... flotte, Ah oui, il y a il y a la une fameuse- flotte américaine qui est là, qui est sur place. Il y a une D'accord. flotte, il y avait des manœuvres Il énormes. fallait- voilà, la des semaine manœuvres. d'avant, il y avait une énorme flotte américaine. D'ailleurs, c'est eux qui vont ramasser les débris après. Il y a une flotte américaine qui est sur place. Et Donc qui l'avion, fait pour moi, quoi il a été abattu Mm. volontairement parce qu'il y a quelqu'un et quelque chose dans l'avion qui ne doit pas arriver à Pékin. Alors cet argument des exercices militaires, ça devient assez pénible de devoir toujours le contrecarrer. Il y avait 2 exercices à peu près dans la même période. Premier exercice, Cobra Gold, qui était un exercice d'entraînement de débarquement qui s'est déroulé en Thaïlande. Donc très au nord de la dernière position du MH370. Ces exercices, le Cobra Gold, n'étaient non pas terminés une semaine avant, mais 3 semaines avant. Je vous renvoie là encore vers une vidéo que j'avais faite pour détricoter un peu tout ça, parce que c'est un argument qui est régulièrement sorti par Florence de Changy, notamment dans son dernier livre, et que j'avais complètement démonté en disant non, ça n'est pas vrai, cette nuit-là, il n'y avait pas d'exercice militaire. Je le répète, il n'y avait pas d'exercice militaire cette nuit-là. Il faut le dire comment. Donc ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est Cop Tiger. Cop Tiger devait débuter le lundi. C'est-à-dire que dans la nuit de vendredi à samedi, cet exercice n'avait pas commencé. Donc il n'y avait pas de moyens militaires dans cette région. Alors il commençait un peu à se prépositionner, mais la 6e ou la 7e flotte, je ne sais plus laquelle il disait, est-ce qu'elle était vraiment dans la région? Bah pas vraiment. Voilà. Donc ça aussi, cet argument des exercices militaires, ça revient régulièrement. Et pourtant, c'est totalement faux de dire qu'il y avait des exercices militaires cette nuit-là. Ensuite, sur le fait que l'avion aurait été abattu parce qu'il y a une cargaison, soi-disant, qui ne devait pas arriver en Chine. Ça vient d'où, cette théorie? Ça vient de Florence de Changy. Et cette théorie du fret, je l'ai déjà détricotée dans un épisode complet dans la série sur les défaillances techniques de l'avion. Et j'explique clairement que le fret, contrairement à ce qui est dit, on en sait suffisamment sur ce fret-là. Il n'y a pas de choses suspectes dans ce fret. Ça n'est pas vrai. Ça, c'est une pure invention de Florence de Changy, qui a relayé tout simplement des propos complotistes que l'on trouvait sur la sphère Internet, et qui appuie là-dessus, et qui a convaincu Guillain là-dessus. Mais pourtant, ces éléments sur le fret, je suis désolé, non, il n'y a rien de suspect dans le fret. Allez voir la vidéo, j'ai tout expliqué avec les manifestes, tout est expliqué. Mais ça revient régulièrement, ces théories-là, quoi. Et comme c'est Guillain qui le dit, ça a plus de poids et les gens le croient. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire aux gens, intéressez-vous, regardez davantage un petit peu ce que d'autres personnes en disent comme moi, qui ont analysé également aussi ces documents concernant le fret. Et non, il y a plein de choses qu'on peut complètement désamorcer. Ça, c'est votre théorie. Oui. Et ce quelqu'un ou ce quelque chose, on peut essayer d'aller un peu plus loin ou on n'y arrive pas? Il y a beaucoup de choses. Il y a un chargement dans l'avion dont on ne sait pas ce que c'est. On n'a jamais su ce que c'était.
On a dit que c'était des mangoustines. Les mangoustes. Les célèbres mangoustines, ce chargement de mangoustines. Les mangoustines n'existent pas cette saison-là. Le chargement de mangoustan, là encore, ça vient de qui? Ça vient de Florence de Changy, qui a été la première à dire il n'y a pas de mangoustan à cette période de l'année en Malaisie. Sauf que quand vous regardez en fait ce chargement de mangoustan, eh bien, on sait de très bien de qui ça vient. On sait que ça vient justement d'une entreprise qui permet de récupérer en fait des mangoustans d'un peu partout, et que ces mangoustans, on le sait, viennent d'une région bien précise de la Malaisie pour une partie, et de l'autre, ça ne vient pas de Malaisie, ça vient je crois d'Indonésie. Là aussi, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le fret, parce que j'ai expliqué ça, j'ai montré quelle était la société, les bordereaux. Il y a même des journalistes qui sont allés interviewer cette société, et notamment le gérant de cette société, hein. Et désolé, mais ça non plus, ça a été détricoté, mais ça revient encore sur le devant de la scène, et il faut encore que j'explique que tout ça, ça ne tenait pas. Et merci Florence de Changy, hein, d'avoir colporté aussi bien toutes ces informations-là, les aurait mis dans le crâne de Guillain. Mais le problème, c'est que Florence de Changy, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit. On lui montre des éléments, on lui prouve des choses, et elle n'écoute pas. Et Guillain, maintenant, il est omnubilé, en fait, dans ces théories-là. On sait qu'il y a un chargement mystérieux et qui n'est pas passé par la douane. Ça, on en est sûr. Mhm. Alors, ce chargement soi-disant mystérieux qui n'est pas passé par la douane, c'est faux. C'est faux pour deux raisons. Déjà, il n'est pas si mystérieux que ça parce que c'est celui de Motorola, mais c'est celui qui est désigné comme mystérieux par Florence de Changy, parce qu'il y a des choses qui ne collent pas selon elle, sauf qu'en réalité, tout est explicable, hein. On sait ce qu'il y a dedans, on sait que ce sont des batteries, on sait qu'il y a des chargeurs, des talkie-walkie. Il y a tout un tas d'éléments de Motorola. Le fait que ce chargement ait été encadré par une société privée qui était armée lors du transport vers l'aéroport, ça n'est pas du tout suspect non plus. Et de dire que ce chargement n'est pas passé par la douane, ça n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que ce chargement n'est pas passé par les scanners de l'aéroport, ce que dit Florence de Changy, hein, d'ailleurs. Là-dessus, elle a raison. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce chargement a été inspecté physiquement par le personnel de la MAS Cargo quand il était dans la zone de fret, qu'il a été scellé, et que une fois qu'il a été scellé, il n'y a pas besoin de le passer au scanner. Il a été inspecté physiquement. Il n'y a pas besoin de le passer au scanner quand c'est inspecté physiquement. Voilà. Et il est bien stipulé dans les rapports d'enquête que ce chargement a bien été passé par la douane. Donc là encore, une petite déformation de la réalité par Guillain. On sait aussi qu'il y a des gens d'une société extrêmement liée au service secret et à l'armée américaine. Il y a 15 ingénieurs ou une dizaine d'ingénieurs d'une société qui est dans cet avion, etc., etc. Donc il y a ce chargement, ces gens-là. On a vraiment le sentiment que Guillain nous balance en fait toutes les théories complotistes en fait auxquelles il croit peut-être, ça j'en sais rien. Ce personnel de cette société, soi-disant, c'est la société Freescale. Alors ce qui a été dit dans les sphères complotistes, il faut dire les choses, c'était que cette société travaillait sur une puce qui permettait de rendre les avions invisibles ou furtifs. Voilà, une puce soi-disant révolutionnaire. C'est totalement faux. Le brevet en question, dont on suppose que c'était ça, et ben en fait, ça n'est pas du tout ça. C'est un brevet qui permet de récupérer des chutes lorsqu'il fabrique des composants. Et ça permettait justement d'améliorer le rendement de fabrication lorsqu'il fabriquait ce genre de puce. Ça n'est absolument pas en lien avec un quelconque projet de défense. D'autant que les personnes qui sont attribuées à ce brevet, oui, avaient des noms qui correspondaient dans l'avion, mais c'était des noms d'homonymes. Parce que la nationalité de ces personnes, avec ces noms-là, ne correspond pas au nom des personnes qui disposaient de ce brevet. Donc vous voyez que entre ce que l'on entend dire et la réalité des éléments, il y a quand même un fossé. Et pourtant, Guillain continue à balancer ce genre de choses qui sont également colportées par Florence de Changy, encore une fois, hein. Le rapport d'enquête donc de 2018, quand on écrit que l'avion a subi une dépressurisation avant de se cracher dans l'océan Indien, ça c'est la version officielle. Je n'y crois pas une seconde. Mais Ouais, je vous vois tous les deux, vous faites non de la tête. Oui, c'est la version officielle. C'est la version on nous dit officielle. que l'avion n'a plus de carburant. Alors la version officielle qui est donnée par la journaliste ici, c'est pas tout à fait ça.
Par contre, c'est ce que dit Guillain de la version officielle, oui, c'est un avion qui arrive à court de carburant et qui tombe. Oui, là c'est vrai, là je suis d'accord. Ce que l'on a tendance à penser, c'est que les autorités malaisiennes ont considéré que l'avion avait eu une dépressurisation sur la fin et que tout le monde était mort à la fin. Ça n'est pas ce qui est dit clairement dans les rapports. C'est quelque chose qui est supposé, et en effet, la dépressurisation a été envisagée, parce qu'ils considèrent, alors c'est un point de vue, hein, mais comme l'avion a fini au milieu de l'océan Indien, bah, plus personne ne pilotait l'avion. Et ça, je me bats depuis des années pour pouvoir faire comprendre un petit peu aux gens que on n'en sait rien. On ne sait pas si cette dépressurisation a eu lieu lorsque l'avion était au-dessus de l'océan Indien jusqu'à la fin, et que tout le monde était mort quand l'avion s'est crashé, on ne sait pas. Et on ne peut pas savoir à l'heure actuelle en l'état des éléments dont on dispose. Par contre, ce qui va être dit un petit peu plus loin, c'est que il est potentiellement aussi envisagé que la dépressurisation ait été volontaire. Pendant que l'avion traversait la Malaisie, ça c'est ce qui est privilégié par l'équipe Caption, et je pense que c'est tout à fait crédible, même si on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir le prouver. C'est quelque chose qui est tout à fait crédible, surtout si vous avez quelqu'un qui détourne l'avion et qui n'a pas envie qu'on vienne le perturber. Bah, le meilleur moyen, c'est de dépressuriser et de tuer tout le monde derrière, désolé de le dire comme ça. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Mais pour autant, je vais être très clair, et ça faut que vous en ayez conscience, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu une dépressurisation dans le cockpit, si ce n'est des éléments qui nous laissent potentiellement penser que les gens étaient déjà tous morts au moment de la reconnexion du SATCOM, parce que le SATCOM s'est connecté au réseau satellite, le système de divertissement dans la cabine s'est aussi connecté au réseau Inmarsat. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune activité de la part des passagers dans le cockpit, dans la cabine. Ce qui laisse entendre que tout le monde était peut-être déjà mort. C'est tout à fait une possibilité. Pour autant dire que c'est la preuve que tout le monde était déjà mort parce qu'il y avait une dépressurisation, j'irai pas complètement là-dessus. Faut être prudent. Je ne vois pas, à partir du moment où on n'a plus de carburant, pour quelle raison l'avion se dépressuriserait. Mais enfin bon, Mais Monsieur Serra, c'est pas du tout ce qui est dit dans le rapport. Voilà, ce qui est dit, c'est que la pressurisation aurait pu avoir lieu plus tôt, mais pas au dernier moment. Là aussi, mes connaissances de Jean Serra sur ce qui est vraiment écrit dans les rapports. Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je vois pas pourquoi il y aurait une dépressurisation parce que l'avion tombe à court de carburant. Oui, mais ce n'est pas à ce moment-là que les autorités considèrent qu'il y a pu y avoir une dépressurisation. il faut quand même une action volontaire. S'il n'y a pas un hublot qui explose, il faut bien une action volontaire pour dépressuriser Bien sûr. un avion. Que l'on me dise, l'avion a été dépressurisé juste au moment où il aurait tourné à gauche pour revenir vers la Malaisie, de manière à ce que le gars qui a pris les commandes dise, bon ben, je vais faire tomber tout le monde dans les pommes derrière, comme ça je suis tout seul. À la limite, pourquoi pas? Ah ben voilà, on y vient. Voilà, là je suis d'accord. Un pilote comme la Lufthansa qui décide de se cracher, de Hans mourir Lubitz. et d'emmener tout le monde avec Suicide lui, du possible ou pilote, pas possible? c'est une thèse possible, le suicide du pilote? Des gens en ont parlé, ils ont même fait des analyses. Alors je ferai remarquer quand même le petit balancement de tête de Guillain à l'évocation de cette possibilité. Donc voilà, visiblement il ne perd pas non plus cette possibilité de vue. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Enfin, je sais pas, je me félicite que ça soit le cas. Mais ça veut dire qu'il a quand même un peu de lucidité. Voilà. Malheureusement, il refuse de voir ça comme le plus probable. Des recherches sur le commandant de bord. Certains ont dit qu'il avait été voir un médecin une dizaine de fois avant le vol, sans prévenir sa compagnie aérienne. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en ai absolument aucune idée. Alors que ça soit vrai ou faux, c'était ce qui était dans les fuites du rapport de police. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Ce que je sais, c'est que la personne célèbre qui a écrit le livre justement en parlant de ce commandant de bord, en parlait comme quelqu'un qui avait une très bonne vraiment référence Notation, vis-à-vis, ouais. voilà, une très bonne notation. Alors, Monsieur Serra, fallait donner le nom. On parle de Florence de Changy, qui elle est convaincue que ce pilote n'avait rien à voir dans cette affaire. Elle se base sur quoi? Bah, comme on peut lire dans son deuxième livre,
sur une interview qu'elle a faite de la sœur du commandant de bord, qui n'est absolument pas du tout convaincu que son frère ait pu faire ça. Mais comme je le dis à ça souvent, demandez à mon frère si ça avait été moi le commandant de bord, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va considérer que ça puisse être moi? Voilà, c'est pas une interview qui était totalement impartiale et objective. Est-ce qu'on sait combien de temps s'écoule entre le moment où l'avion va quitter son trajet initial, son plan de vol initial, et disparaître complètement? Est-ce qu'on sait combien de temps s'écoule? Question parce que si on est dans la configuration de la Lufthansa d'un pilote qui essaie de se cracher et qui s'est enfermé dans son cockpit, ça veut dire qu'on a le temps à l'intérieur de l'avion de casser la porte ou d'essayer d'intervenir ou d'alerter ou de parler. Donc combien de temps s'écoule? C'est quoi? C'est 10 Entre le minutes? moment où il disparaît et le moment où Le il moment où il crache, quitte sa route initiale et où il se crache. Le moment où il Non, il y a dévie 8 heures, hein. il et y a le 8 heures. Il y a 8 heures. Il y a Ah 8 ouais. heures, oui, donc le En pilote peut pas général, s'être il attend enfermé. pas 8 heures pour se Non, non, cracher. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ok, donc c'est pas ça. Ça fait- Ah, c'est intéressant là où veut en venir un peu Dominique Rizet, qui lui est habitué quand même des enquêtes criminelles, hein. Il met un point qui est intéressant, mais par contre derrière la conclusion, c'est de se dire ah bah oui donc non c'est pas ça, sinon il aurait dû se cracher avant, il se serait suicidé avant. Bah non. C'est-à-dire, comment on peut déterminer qu'une personne va se suicider d'une certaine manière plutôt que d'une autre? Bah on ne sait pas. C'est-à-dire, justement, c'est bien la problématique de l'aspect psychologique qui est très difficile à cerner. Et on ne peut pas anticiper la façon dont quelqu'un va vouloir se suicider. Est-ce qu'on avait envisagé le Germanwings? Bah non. Alors on va dire oui, c'est craché rapidement. Bah ouais, mais est-ce qu'on peut avoir un cas d'un pilote qui a voulu potentiellement se suicider sans qu'on puisse retrouver l'avion et sans qu'on puisse être certain que c'est lui qui l'a fait pour ne pas que ça retombe sur sa famille? Ben, c'est tout à fait possible. On ne peut pas l'écarter. Je ne dis pas que c'est ça à 100%. Certes, c'est l'hypothèse que je privilégie, mais on ne peut pas l'écarter. On parle aussi d'un détournement d'avion. Ça, c'est possible? Oui. Bien sûr, c'est possible. Il y a même des gens qui nous ont parlé. Il y a des gens qui ont témoigné dans les îles des Maldives avoir vu un avion de même couleur passer au ras de l'île. Comme c'est juste à côté de Diego Garcia, bien sûr, tout le monde s'est Voilà. dit c'est un attentat du style de celui qu'on a eu aux États-Unis. Un avion qui est détourné par des gens qui veulent aller s'écraser volontairement sur la base de Diego Garcia. C'est possible, tout est possible. Oui, c'est possible. Alors oui, Monsieur Serra, c'est possible, sauf qu'il y a un détail qui ne va pas justement dans l'observation dans les Maldives, c'est que l'heure de l'observation, elle a lieu plus de 45 minutes après l'heure prévue où l'avion est tombé à court de carburant. Et là, je parle même de l'heure la plus contraignante, c'est-à-dire en considérant que l'avion a pu rester en l'air le plus longtemps possible, qu'il ait économisé au maximum ses réserves de carburant, c'est-à-dire que le temps de vol max de l'avion, eh ben on est 45 minutes après. Donc ça n'est pas possible que cet avion observé aux Maldives, qui soi-disant se dirigeait vers Diego Garcia, soit le MH370. D'un point de vue calcul de carburant, c'est techniquement impossible. L'avion ne pouvait plus être en vol à ce moment-là. Mais ça aussi, on ne l'explique pas, on ne le dit pas. Et Jean Serra, visiblement, ne le sait pas. Est-ce que le plus dur, finalement, c'est pas d'avoir toutes ces pistes, tous ces fils sur la table et de pas en saisir un? Bah, il y en a quelques-uns qu'on a réussi à stopper. Enfin, je veux dire, À éliminer, oui. À écarter, la à écarter. panne. La panne de carburant, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y avait l'hypothèse de la panne de qu'on a réussi à carburant. écarter. Ouais. Alors oui, hein, ça on peut dire que oui, la panne, hein, c'est-à-dire la défaillance technique, ah oui, ça oui, on peut dire qu'on l'a écarté, hein. Qui c'est qui l'a écarté? Principalement, c'est moi. C'est moi qui ai fait peut-être l'analyse la plus complète là-dessus pour expliquer pourquoi la défaillance technique ne tient pas. Et ça, dès mon premier ouvrage que j'avais publié en 2017, si je ne me trompe pas. Et plus récemment, il y a moins d'un an, dans la série à 8 épisodes, où j'ai passé en revue tous les aspects techniques de chacune des défaillances qu'on a observées sur le MH370 et que j'ai expliqué avec les schémas de l'avion à l'appui provenant du manuel de vol de Boeing, comment on peut expliquer que tout cela ne tient pas. Donc oui, je suis d'accord avec Guilain, là, la défaillance technique, clairement, on l'a complètement écartée. Et je peux dire clairement, je l'ai complètement écartée. Voilà, maintenant,
dire comme j'entends la journaliste dire bah, la panne de carburant. Non, non, la panne de carburant, c'est pas tellement une panne, c'est que l'avion visiblement est arrivé au bout de ses réserves et que à la fin, bah, il n'y a plus de carburant. Mais c'est pas une panne en quelque sorte. Le point déclencheur, c'est pas ça. C'est pas une panne de carburant, c'est qu'il y a autre chose avant. Et c'est pas une défaillance technique. Ça, on l'a suffisamment prouvé. Quand on regarde les passagers, il y a des gens bizarres aussi. Hein. Donc le détournement, c'est possible. Par Moi, exemple, ce que Il y a je des sais, gens bizarres exemple, dans il y a l'avion, vous quel- voulez dire? Dans il y l'avion, a des gens liés au service secret dans cet avion. Mais vous il y en a êtes sûr? 239 J'en suis sûr. personnes et il y a des gens J'en suis sûr, oui. bizarres dans cet avion. 6 personnes avec des faux billets, dont 2 seuls ont été. Il y a des Alors les personnes soi-disant associées à des services secrets, bah je vois pas. Je vois pas, pour avoir creusé quand même tous les passagers, je vois pas non plus. Si ce n'est peut-être qui veut parler de ce que Florence de Changy désigne avec les soi-disant les 2 Ukrainiens. Enfin, je trouve ça assez louche, mais en tout cas, voilà, l'interprétation de Florence de Changy sur les 2 Ukrainiens, moi, elle me convainc pas du tout. Les 6 personnes de Jean Serra avec des faux billets, bon, on comprend qu'il veut dire des faux passeports. Là encore, il faudrait peut-être qu'il révise un petit peu le dossier. Hein. Il n'y a pas 6 personnes avec des faux passeports, il y en a 2 qui ont été identifiés comme étant des Iraniens, qu'on a supposé être des terroristes au départ, et qui au final ça s'est dégonflé, hein, parce que justement une des mères d'un de ces 2 Iraniens avait contacté directement la police en Allemagne pour dire que son fils devait la rejoindre par l'intermédiaire de ce vol-là. Donc ces gens-là, ils ont été identifiés, ils ont été mis de côté par Interpol. Il y a une conférence de presse, hein, je vous renvoie également sur ma chaîne YouTube, je l'ai publié, cette conférence de presse d'Interpol qui a eu lieu au 4e jour, si je ne me trompe. Donc, non, là aussi, il faudrait peut-être que Jean Serra révise un petit peu avant de dire des petites bêtises. spécialistes Ciblé. avioniques juste sous le comment on appelle ça, Oui, le dôme de. sous la case. Voilà. Sous C'est quoi des spécialistes avioniques pour nos téléspectateurs? Bah, Et c'est sous des la gens, carte, c'est quoi? l'avionique, Je c'est tout ce comprends pas, qui là. est moyen par ordinateur ou par radio pour récupérer toutes les informations de l'avion, pour les Les données synthétiser satellites. et ensuite les envoyer par satellite au Donc constructeur. c'est des hyper techniciens des Ah, satellites. mais c'est des quoi. gens qui Voilà. connaissent parfaitement tout le donc- système. Alors, cette personne dont on parle, on peut citer son nom, hein, il s'appelle Maud Khairul Amri Selamat. Il est malaisien, il avait 29 ans, et il a été présenté comme étant un ingénieur de vol qui avait travaillé pour une compagnie d'aviation d'affaires privée qui s'appelle qui est la firme ExecuteJet. ExecuteJet, c'est une compagnie que je connais, une compagnie d'aviation qui est d'ailleurs basée au Bourget où je travaille. Voilà. Mais ce que l'on a tendance un petit peu à dire sur cette personne, c'est que comme c'était un ingénieur de vol, il avait les compétences pour pouvoir hacker en fait le système SATCOM et il était situé comme par hasard, comme le dit Guilain, juste en dessous. Alors, ce qui est vrai, pour en avoir discuté un peu avec les gendarmes qui mènent l'enquête sur le MH, quand j'avais été un peu entendu, oui, on verra après, Guilain considère que les gendarmes se sont intéressés à cette personne-là. Sauf que, pour avoir enquêté un peu dessus, je n'ai trouvé aucune preuve ni aucun élément qui permet d'attester que cette personne avait vraiment les compétences pour pouvoir faire ce qui est dit. Et soit dit en passant, visiblement, j'ai l'impression que les gendarmes ont abandonné cette thèse parce que c'était pas du tout probant. Voilà, on en parlera un petit peu plus loin après de ça. Mais cette personne-là n'était pas réellement un ingénieur de vol, c'était visiblement un ingénieur aéronautique, mais qui travaillait dans une compagnie d'aviation d'affaires. Un avion d'affaires et un Boeing 777, c'est 2 choses différentes. Hein. Alors certains disent oui, il a les compétences, comme on l'entend là. Non, il n'avait pas les compétences pour faire quoi que ce soit là-dessus. Ça, soyons clairs. Donc non, cette personne, je ne l'ai pas du tout considérée comme viable concernant un accès par rapport au SATCOM, et encore moins de la façon dont Guilain va le dire. Donc on nous a dit beaucoup de choses. Tout ce qu'on tire est un peu bizarre. Mais Et vous dites, attendez, ils sont sous la quoi? Vous avez dit sous le radar, dôme, enfin, le dôme qui dôme. envoie les données à Inmarsat, justement. Dans l'avion. Oui. Il est vous voyez sur la photo qui est Oui. derrière, c'est le dôme que vous voyez juste à l'arrière de la porte droite. Là. Vous voyez légèrement à droite. Voilà. La légère Voilà. bosse blanche. Voilà. Ok. Vous en avez un là et vous avez une autre antenne Et il y qui a se un trouve boîtier. en plein au milieu. Et là-dessous, il y a un boîtier qui est là où on met les bagages.
Oui. D'accord. Oui. Et on a découvert via l'enquête française qu'on pouvait acheter tout simplement sur Internet quelque chose qu'on mettait sur le boîtier et avec un ordinateur, on pouvait pirater ces données. Donc la France a quand même pas mal enquêté. Oui, la Oui, France a bien enquêté. sûr. La France a découvert ça, qu'il y avait ce Bah, spécialiste c'est pas rien avionique. quand même. Bah non, c'est pas rien. Alors dire que c'est la France et donc les gendarmes français qui ont découvert ça, et notamment ce gars avec cette spécialité aéronautique, ça n'est pas vrai. Cette information, elle a déjà commencé à fuiter environ une semaine après la disparition de l'avion, puisqu'il y a des journalistes qui ont posé des questions et un policier a reconnu qu'ils enquêtaient sur le profil de cette personne-là. Mais ça n'a rien donné. Les gendarmes français, tout ce qu'ils ont fait, c'est, ils ont entendu ça, ils sont allés creuser, ils sont allés regarder, soi-disant qu'il y avait un truc, comme dit Guilain, qu'on pouvait mettre sur le boîtier et que ça permettait de hacker le système SATCOM. Alors déjà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans la cabine. Au plafond, vous avez tout l'attirail du plafond avec les ventilations et tout ça. Le boîtier SATCOM, il est derrière. Il n'est pas accessible depuis la cabine. Même quelqu'un qui se met debout, qui essaie de passer, il faudrait qu'il passe au travers du plafonnier pour aller accéder à ce boîtier. C'est pas possible de faire ça en vol. Et pour en avoir un petit peu discuté, visiblement, les gendarmes semblent revenus sur cette théorie et du fait que ce boîtier n'était pas accessible, et ils émettent même des doutes. Alors désolé, là je diffuse peut-être une information, mais ils y mettent même des doutes sur la possibilité que ce soit réellement possible de hacker le système SATCOM de cette manière. Voilà. Donc par rapport à ce que dit Guilain, ce qu'il a là, c'est un retour des enquêteurs sur ce que les enquêteurs français de la gendarmerie enquêtaient à un moment, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, les enquêteurs, ils ont totalement abandonné ça. C'est pas rien. Mais tout ce qu'on tire, je vous dis, est bizarre. Et l'enquête de la France, elle dit quoi? Là, pour l'instant, elle dit rien. Bah, Mais l'enquête de la France, elle dit le rapport que vous nous avez donné, il tient pas la route. Voilà, le rapport de 2018, on n'y croit pas. C'est tout. Ouais. Mais elle est incapable d'aller chercher les données. Ça se passe à 10 000 km. Les données sont pas là. Les données sont chez Boeing, sont chez Inmarsat, sont aux États-Unis, sont en Malaisie. Et la France n'arrive pas à avoir les Mais données. pardon de ma Alors les gendarmes français, avec quoi ils ont travaillé? Eh bien la même chose que moi, c'est-à-dire les rapports d'enquête officiels, et ils ont essayé d'avoir des informations de la part de la police malaisienne pour avoir ce sur quoi ils avaient pu enquêter également. Également, et ça faut le savoir, ce qu'ils avaient trouvé sur l'équipage, et notamment le commandant de bord, mais ils avaient beaucoup de mal. À l'époque où je les avais rencontrés, que j'avais été auditionné sur demande de la juge d'instruction, ils avaient beaucoup de mal à obtenir des informations. Beaucoup de mal. Et il Et peut le Boeing refuser. a mis 5 ans avant de recevoir les Français. Et puis après, vous savez ce qu'ils ont fait signer aux enquêteurs français? Non. Ils ont fait signer aux enquêteurs français comme quoi on leur donnait des choses, mais ils n'avaient pas le droit de s'en servir pour l'enquête. Alors ça, ce que dit Guilain, c'est tout à fait vrai, et moi ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on diffuse les données brutes des données de Inmarsat, vous ouvrez la porte à de potentiels piratages. Néanmoins, les gendarmes ont reçu ça, alors ça fait peut-être maintenant, j'ai envie de dire, 3 ans qu'ils ont ces données-là. On ne sait pas ce qu'ils en ont fait, s'ils ont mandaté des experts pour étudier ces données-là. Personnellement, moi, j'attends pas grand-chose en fait de ça, hein, mais ça veut dire que les gendarmes français, ils ont ces données brutes. Mais ils n'ont pas communiqué parce qu'en France, on a pour habitude de ne pas vraiment communiquer quand il y a une enquête judiciaire. Donc c'est pas surprenant, mais il n'y a rien de probant. Ce qui est vraiment intéressant sur ces données-là, ce sont les BTO, les BFO, et c'est tout. Donc au final, le fait que la gendarmerie française ait pu quand même récupérer ces données-là, même s'ils ont eu du mal, ça c'est vrai, ça n'apportera rien de plus. Il y a le FBI. Le FBI, Le plus important pour moi, c'est le FBI. Qu'a-t-il été faire ce jour-là? Il n'a rien versé à l'enquête. Rien. Pas un rapport. Donc pourquoi était-il là ce jour-là? C'est ça Voilà. la question centrale pour vous. Voilà. Alors c'est vrai, le FBI n'a jamais fourni le moindre rapport public. Maintenant, moi je me pose des questions, est-ce que le FBI a vraiment fait des rapports? On sait qu'ils ont été mandatés par la Malaisie pour fournir une assistance technique. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont mené une enquête clairement, ça veut dire qu'ils ont potentiellement fourni
du matériel et du personnel pour pouvoir analyser l'ordinateur retrouvé chez le commandant de bord. Ça, c'est vrai, et les autorités malaisiennes ne l'ont jamais caché. Maintenant, de dire qu'il y a eu réellement une enquête, c'est difficile à dire. Ce que l'on sait, c'est que un membre de l'Independent Group, je crois que c'est Victor Ianello, avait fait une demande au niveau de la justice américaine pour demander la publication, ou du moins la déclassification, j'ai envie de dire, on pourrait le dire comme ça, des rapports d'enquête que le FBI avait sur le MH370. La réponse avait été enquête toujours en cours. Et donc, ils n'ont pas déclassifié ce qu'ils avaient. Donc, le FBI, il y a certainement quelque chose qui est ouvert, mais est-ce qu'il y a vraiment des rapports? Bah, ça, on ne sait pas. Voilà. C'est vrai que les scientifiques dont on parlait, ils étaient, je crois, sur un dossier extrêmement important qui permettait, avec des moyens futurs, d'arriver à rendre des avions totalement Invisible. Ah bah invisibles. voilà. Furtif. Alors, si même Jean Serra se met à faire du complotisme, faudrait qu'il se renseigne sur le brevet en question. Faudrait qu'il aille voir une vidéo sur le fret avec le brevet. J'ai montré justement le brevet parce que Patrick Blely a fait une grosse enquête là-dessus. Et non, c'est pas du tout un système qui permet de rendre des avions indétectables. Non, pas du tout. L'autre chose que je sais, c'est qu'il y avait des AWAC sur zone ce jour-là. Les AWAC, vous savez, c'est les gros Oui. avions qui surveillent. Un AWAC, vous voyez 600 km autour et vous voyez tout. Vous voyez un scooter sur la place de la Et Concorde. qu'est-ce qu'ils faisaient là, les AWAC? C'était peut-être Bah, parce ils que étaient les là forces américaines étaient à là. cause De la base de la base D'accord. des militaires qui étaient là. Des manœuvres là? Mais, Ouais. mais ces AWAC ont évidemment suivi tout ce qui s'est passé. Donc ils ont vu. Donc ils savent parfaitement. Parce que je dis, c'est que les Américains, je ne sais pas Ont s'ils des sont infos. impliqués, mais en tout cas, ils savent parfaitement où est cet avion. Alors cette piste des AWACS qui revient souvent par Guillain, il s'en était ouvert à moi il y a plusieurs années, j'avais creusé, j'avais rien trouvé dessus. Et de dire qu'ils étaient là parce qu'il y avait justement des manœuvres militaires, j'ai démontré que c'est totalement faux. Il n'y avait pas d'AWACS pour la partie de Cobra Gold, c'était uniquement des manœuvres qui étaient au sol et des manœuvres marines. Il n'y avait pas de moyens aériens de type AWACS qui étaient déployés pour ça. Et pour Cop Tiger, alors oui, il y avait des AWACS, mais absolument pas américains. Les AWACS, ce qu'il y avait, c'était des AWACS singapouriens. Donc, je n'ai jamais réussi à pouvoir prouver qu'il y avait des AWACS dans la région. Donc, j'ai de gros doutes en fait sur ce que nous dit Guillain sur ces deux AWACS. Lui, il en est convaincu parce que soi-disant la personne qui lui a transmis cette info est fiable. Moi, je suis beaucoup plus réservé sur cette analyse-là, mais c'est mon point de vue perso. Mais en tout cas, il n'y a aucune preuve, à l'état actuel, d'AWACS qui était dans la région. Mais on est Ce sûr petit morceau- que ce petit morceau faisait partie bien de morceau-là, cet avion-là. on est sûr que c'est un flapperon de 777. Oui. Par contre, on n'est pas du tout certain que ce soit cet avion-là. Ah, Non, la preuve Parce n'est que- pas irréfutable. d'accord. Voilà. Alors là, j'adore voir encore Jean Serra nous dire une chose qui a pourtant été démontrée. Alors, on va recaler un petit peu les choses sur ce flapperon. Guillain nous dit souvent que cette plaque est manquante. Cette plaque, oui, c'est vrai, elle est manquante. Et c'est Florence de Changy qui a fait tout un pataquès en fait là-dessus. Ce qui n'est pas forcément surprenant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des numéros de série qui sont à l'intérieur de ce flapperon sur certaines pièces. Et un numéro de série a été identifié. Ce que ne dit pas Guillain ici, mais qu'il a déjà dit, et que Florence de Changy dit aussi, c'est que ce numéro de série a été retrouvé dans un bordereau chez le fabricant Casa en Espagne. Et que ce bordereau avait été saisi par la justice française quand elle s'était rendue là-bas. Et que sur ce bordereau, ce numéro est noté à la main. Donc c'est louche. Sauf que ce numéro, on le retrouve noté sur un autre bordereau, mais pas à la main. Donc déjà, l'argument de dire qu'il est noté à la main, donc ça a été ajouté plus tard, ça ne tient pas. Et c'est pas le seul élément de preuve qui a été trouvé, parce que ça, c'est le seul dont on a parlé que l'enquête française a pu déterminer. Mais vous avez également quelqu'un qui a fait un travail de son côté, qui s'appelle Nicolas Riel, qui s'est intéressé depuis quelques années à cette affaire, qui m'avait contacté à l'époque, et qui m'avait dit, voilà, je m'intéresse, je creuse un peu, et voilà. Et quelques temps après, lui s'était intéressé au rapport du flapperon, et il a trouvé un deuxième numéro de série, qui est propre à ce flapperon. Il a mis en relation avec les bordereaux qui avaient été publiés de ce flapperon, et on a donc un deuxième numéro de série qui permet d'identifier formellement ce flapperon.
Je vous renvoie vers sa vidéo que j'ai publiée sur ma playlist de Nicolas Riel, qui explique, et c'est extrêmement détaillé, hein, c'est pragmatique, les numéros, comment il les a trouvés, tout simplement parce qu'il y avait une image qui était... il a fallu qu'il rejoue un petit peu sur les contrastes, parce que les numéros n'étaient pas suffisamment clairs, et ça lui a permis de mettre en lumière un deuxième numéro de série, et vous avez toute son étude concernant les bordereaux. Donc je suis désolé, il n'y a aucun doute là-dessus, ce flaperon était bien celui qui était sur le MH370. Même si cette plaque était manquante, comme je dis, on ne sait pas si cette plaque avait été disposée sur ces flaperons, que les plaques étaient peut-être disposées sur des fabrications de flaperons ultérieures. Mais peut-être que les premiers flaperons, et là on parle d'un des premiers 777, n'avaient pas forcément ce genre de plaque à l'époque. Donc attention à ce qu'on vous dit également sur ce flaperon. Je vous renvoie vers la vidéo de Nicolas Riel qui est extrêmement instructive et très complète. Parce qu'elles, elles vont nous dire Ah oui, on beaucoup n'a de toujours choses. pas les boîtes Il y a noires, ça, une c'est boîte vrai. noire qui enregistre tous les paramètres On se techniques souvient, ouais. et une autre, voice recorder, qui enregistre tous Toutes les les sons dans le conversations. poste de pilotage, tous les échanges radio. Ça Ça, doit ce pouvoir- serait précieux. ça permet quand même de répondre à beaucoup de questions. hein. On sait qu'il y en a une qui était en panne. Alors, Bip, faux. Ce que dit Guilain, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il se trompe. Les deux boîtes noires, selon moi, elles fonctionnaient. Il n'y avait aucune raison à ça. Là où il confond avec la balise de localisation sous-marine, ce qu'on appelle une ULB, l'Underwater Locator Beacon, qui est accrochée aux boîtes noires, justement. Et cette ULB permet de lancer un signal, un ping, ces fameux pings que les navires essayaient de capter pour localiser l'épave. Et que ça a duré que 30 jours. Ce qui est vrai, c'est là que je dis qu'en fait, dans ce que dit Guilain, il a raison, mais pas sur la bonne chose. C'est que la batterie de cette ULB aurait dû être changée à une certaine date. Or, ce que l'on sait dans le rapport factuel, le tout premier rapport publié par la Malaisie, on sait que les enquêteurs se sont aperçus que on ne sait pas si la batterie de cette ULB avait été changée. Donc, on n'était pas en mesure de savoir si cette balise pouvait fonctionner pendant une durée minimum réglementaire de 30 jours. Voilà, c'est ça qu'on ne sait pas. C'est ça, quand on dit qu'il y avait un système, on ne sait pas s'il était fonctionnel, c'est ça. Mais les boîtes noires, il n'y a rien qui permet de dire qu'on savait qu'il y en avait une qui ne fonctionnait pas. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a une confusion de Guilain sur ce point-là. C'est l'ULB qui est associée à une des boîtes noires dont la batterie n'avait pas été changée comme elle aurait dû l'être. Et en tout cas, on n'a aucun élément de preuve qui permet d'assurer que la maintenance avait fait ce travail-là. C'est surtout ça. Vous voyez, là, les détails, c'est important. on a senti dès la première semaine qu'il y avait un problème. Puisque c'est au bout d'une semaine qu'on nous dit, Oui. on a cherché en mer de Chine pendant une semaine, et au bout d'une semaine, on nous dit, ah bah non, l'avion, il a traversé toute la Malaisie, t'es allé de l'autre côté. Pourquoi on a attendu une semaine et on a cherché au mauvais endroit pendant une semaine? Donc c'est déjà au bout d'une semaine. Donc on sait qu'il y a un problème. Alors, si vous êtes habitué de ma chaîne, je pense que vous avez déjà entendu ce que j'ai à dire là-dessus. Non, la Malaisie n'a pas mis une semaine pour parler du demi-tour de l'avion. On va replacer un peu les faits. Moins de 24 heures après la disparition de l'avion, vous avez un communiqué de presse du cabinet du Premier ministre qui est publié donc le samedi soir, disant qu'ils ouvrent une deuxième zone de recherche de l'autre côté de la Malaisie. C'est-à-dire que déjà là, on évoque un demi-tour possible. Je dis bien possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, ils sont toujours en train d'étudier les données radars et ils n'ont pas la certitude que ce qu'ils ont observé qui traversait toute la Malaisie d'est en ouest, ils n'étaient pas certains que ce soit le MH370 puisqu'il manque ce transpondeur pour l'identifier. En tant que contrôleur aérien, je peux vous le dire, si vous n'avez pas de transpondeur, il n'est pas possible d'identifier à 100% un avion. Donc vous devez prendre les informations des radars militaires, des radars civils, d'essayer de corréler, de voir si les timings des différents plots radars qui ont été détectés, est-ce que ça correspond bien à l'avion? Ça prend du temps, tout ça. Donc, moins de 24 heures après la disparition, ils en parlent déjà. Deuxième jour, conférence de presse, ils parlent de ces données radars qui ont été suivies par les radars militaires, et vous avez le général de l'armée de l'air qui en parle dans cette conférence. Je vous invite à vous reporter à cette conférence de presse que j'ai publiée sur ma chaîne, parce que j'en avais un petit peu assez d'entendre toujours les mêmes choses sur ce sujet. Ce qui est vrai, c'est qu'au bout, alors je sais plus si c'est 5 jours ou une semaine, voilà, j'ai plus les détails tout en tête, c'est que les Malaisiens reconnaissent que, en fait, on abandonne les recherches en mer de Chine parce qu'on a d'autres éléments, et notamment
des données Inmarsat qui montrent que l'avion est de l'autre côté de la Malaisie. Et donc certains vous disent, pour vous faire croire justement qu'on cache ou qu'on détourne l'attention, comme le dit Guillain, que les Malaisiens ont changé de discours une semaine après à cause d'Inmarsat. Non, non, non. Inmarsat, en fait, il faut savoir que les données Inmarsat montraient un cercle qui est donné par le BTO, qui était déjà de l'autre côté de la Malaisie lorsque l'avion se reconnecte. Et quand vous prenez la dernière position radar qui était déjà sur les radars malaisiens, je précise radars civils et militaires, eh bien ça permet de corréler et de confirmer que l'avion, il est bien de l'autre côté de la Malaisie. Donc en fait, l'élément Inmarsat ne vient non pas apporter un élément nouveau, il vient confirmer ce que les Malaisiens avaient déjà observé sur les données radar dès le lendemain matin de la disparition. Voilà les faits. Donc, allez voir les conférences de presse sur ce que je dis. C'est toujours un peu pénible de répéter toujours les mêmes choses là-dessus. Mais vous, monsieur, vous pensez qu'on le saura un jour, la vérité? Moi, je pense qu'il y a des tas de gens qui savent quelque chose. Il y a des tas de gens qui savent, à commencer par notre président français à l'époque, le président américain à l'époque. Donc, il y a des tas de gens qui savent quelque chose. Alors oui, moi-même, je dis qu'il y a des personnes en Malaisie qui en savent plus que ce que l'on sait actuellement. Par rapport au profil du pilote, je pense qu'il y a des choses concernant son dossier médical. Est-ce qu'il y avait des choses concernant le dossier médical? Bon, il y a des gens qui en savent plus. Est-ce que pour autant, dans ce qu'ils savent, est-ce que c'est la preuve d'un détournement de sa part et d'un suicide? C'est difficile à dire. Je pense que ce que l'on attend surtout, c'est de retrouver l'avion, les boîtes noires et d'avoir un peu plus d'éléments en ce sens avant que la Malaisie souhaite se mouiller un peu plus. Parce que cette solution en fait du commandant de bord potentiellement responsable, ça ne les arrange pas en Malaisie. Ça, faut être clair. Quand ça arrive, le gouvernement français ne dit rien. Excusez-moi, mais quand un Français se prend un coup de poing à Bamako ou Là, au il y a 4 Vietnam, Français qui perdent la vie. il y a un petit truc quand même, un petit filet sur le site Du Quai d'Orsay. des Quais d'Orsay. Mmh. Là, ils n'ont jamais rien dit. 4 Français qui disparaissent. Rien. Pas de communication. Un mois plus tard, Pas de communication. rien. Un mois plus tard, Malaysia Airlines perd un avion sur l'Ukraine qui est abattu aussi. Oui. On sait que c'est les C'est Russes. vrai, c'est vrai. Même avion, même compagnie. On sait que c'est les Russes. Hollande monte tout de suite au front et dit il n'y a pas de Français dans l'avion. Enquête internationale, il fait le tour des télés et des radios. Il faut une enquête internationale, c'est scandaleux. Il n'y a pas de Français dans l'avion. Vous lui avez demandé, vous lui avez posé la question à Alors, François il met Hollande? 1 an et demi à nous recevoir. 1 an et demi à nous recevoir. Et il nous dit je sais rien. Je lui dis monsieur le président, je vous crois pas. Donc il me fait rencontrer, il dit je vais vous faire rencontrer mon chef des services secrets. Je rencontre son chef de service secret, monsieur Bajolet, qui m'a, pendant 2 heures, il m'a expliqué que le monde était rose, quoi. C'est un mec qui est dans les services secrets. Il vit pas dans un monde rose. Il m'a dit, c'est pas possible que les États s'entendent entre eux, c'est pas possible quand ils sont dans un avion. Voilà, c'est tout. Bon. Ouais, bon. Alors très franchement, que Hollande sache vraiment ce qui s'est passé, j'en sais trop rien. Est-ce que vraiment ça l'importe? Je pense qu'il en a strictement rien à faire. Voilà. Voilà, c'est malheureux à dire pour la famille de Guylain Wattrelos, mais oui, malheureusement c'est le cas. Quand, comme il dit, un avion se fait abattre en Ukraine, il y a 0 Français dedans, oui, on fait tout un pataquès parce que il y a des aspects géopolitiques qui sont plus importants derrière. C'est comme ça. Malheureusement, moi, je trouve aussi que l'État français, par rapport à ça, ils ont toujours été, on va dire, sur la pointe des pieds avec la Malaisie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait aussi des contrats qui étaient potentiellement en cours de négociation, avec des frégates, avec des avions potentiellement Rafale aussi à l'époque, faut savoir. Et ils faisaient très attention à ne pas bousculer l'État malaisien, et ça je peux le dire maintenant aujourd'hui. Quand j'étais militaire, j'avais été en contact avec l'attaché militaire dans l'ambassade française pour essayer de transmettre des informations aux enquêteurs malaisiens et de poser certaines questions. Et voilà, on m'avait clairement dit que voilà, il y a des tractations en cours et c'est pas tellement des sujets qu'on a envie de mettre sur la table. Voilà, donc de là à dire que les Français en savent davantage, je suis pas convaincu, hein. Moi, ce que je constate de plus en plus quand je regarde, que je discute de cette affaire avec les gens, et même des gens qui sont parfois bien placés, je me rends compte que les gens ont une très très mauvaise lecture et une analyse complètement biaisée de l'affaire. Ce qui fait que la maîtrise
réelle de toutes les informations que l'on a sur cette affaire, les pistes, les éléments techniques et tout ça, je peux vous assurer qu'en France, on n'est pas nombreux à avoir cette capacité à avoir une analyse globale de l'affaire du MH370. C'est un peu là-dessus que je vais conclure. C'est qu'en France, la seule personne que j'ai rencontrée qui maîtrise aussi bien que moi, et je dirais même mieux que moi, cette affaire, c'est Patrick Blély. C'est le seul qui a creusé tout, que ce soit des aspects aéronautiques, que ce soit les aspects du pilote, que ce soit la communication de la Malaisie, tout. Vraiment, là-dessus, on n'est pas nombreux. Vous avez des personnes qui sont très compétentes et qui sont focalisées sur des aspects techniques. Je prends le cas de Jean-Luc Marchand, qui est très compétent, qui est principalement sur les données radar, les données Inmarsat. Mais tout ce qui concerne après on va dire les rumeurs et ce qui a gravité autour du MH370, il n'a pas une vision globale de l'affaire. C'est pas un reproche, hein. Il est très pro dans ce qu'il fait et ils font du très très bon boulot ensemble. Voilà. Mais on n'est pas nombreux à vraiment maîtriser cette affaire. Et notamment, on avait même fait une présentation au BEA il y a 2 ans, je crois, avec Patrick Blély, Jean-Luc Marchand qui avaient présenté leurs travaux. Et j'avais été assez surpris aussi de voir comment même les enquêteurs, bon, ils ont d'autres affaires, hein, mais ils avaient très très peu de connaissances en fait de ce dossier. Et que même eux avaient été parfois influencés par ce qui avait été dit dans les médias, et que nous derrière on arrivait, on leur apportait des éléments en disant ben non, ça c'est pas vrai. Voilà. Et ça c'est quand même assez frappant de voir que même dans des milieux assez élevés, les gens n'ont pas une connaissance suffisamment complète et fiable de cette affaire. Alors j'imagine même pas que Hollande il piche quelque chose. Voilà, bref. Donc voilà ce que je pouvais un petit peu corriger dans les propos qu'on avait. Alors j'insiste bien là-dessus, le but ce n'est pas de critiquer Guillain. Je respecte son combat. Euh, Moi je pense que lui, dans sa façon de communiquer, c'est de faire un peu un électrochoc. Le problème, c'est que balancer des informations qui sont incorrectes et dont certaines ont même été démontrées comme fausses, ça n'aide pas. Ça n'aide pas et on a ce problème-là aujourd'hui et c'est très très difficile de devoir expliquer les choses au public. Pourquoi ce qu'on leur a dit depuis des années, ce qu'ils entendent de la part de certaines personnes que l'on considère comme fiables, en l'occurrence Guillain, et ben en fait c'est faux et c'est incohérent avec des éléments concrets dont on dispose. Et c'est très très difficile aujourd'hui de faire entendre ce discours rationnel et d'expliquer réellement les faits parce que les gens aujourd'hui ont une analyse qui est totalement biaisée de par ce que des personnes comme Florence de Changy ou Guylain Waterloo ont largement répandu dans les médias. Et c'est très très dur de faire ce travail-là, que j'essaie de faire dans cette vidéo, qui n'est pas la première où je décortique un peu le discours de Guylain. Mais il faut, et ça c'est un conseil que j'ai à vous donner, prenez du recul sur les choses, ne croyez pas ce que vous entendez là. Prenez du recul et essayez de voir est-ce que ce qui est dit là est confirmé par des choses concrètes, non pas des « ah, une personne m'a dit ça ». Un témoignage, c'est pas toujours fiable. Donc moi je veux bien prendre en compte certains témoignages par rapport à certaines théories, mais là où ça me dérange, c'est quand on part d'une théorie et qu'on prend tous les éléments qui correspondent à cette théorie. Et ça, c'est un gros problème dans l'analyse. Vous partez d'une théorie et vous êtes confronté au biais de confirmation, c'est-à-dire que vous allez prendre des informations qui vous paraissent cohérentes, au risque justement de les avoir interprétées incorrectement. Et c'est ça qui est important. Il faut partir d'une base, et la base c'est quoi? Ce sont les faits. On met à plat les faits, on fait une analyse technique sur la base de documents sérieux comme j'ai pu faire avec des documents de Boeing pour comprendre le fonctionnement de l'avion, et là on a une vision qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus rationnelle des choses, parce qu'on est en mesure de comprendre le fonctionnement de l'avion et d'expliquer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc attention à ces discours-là. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est faux dans ce qui est dit. Ce que je vous dis, c'est attention à ne pas prendre, on va dire, une surconfiance dans les informations que vous avez là, qui ne sont pas du tout étayées. Et c'est mon but dans mes vidéos ici et dans d'autres sur ma chaîne, que de recentrer le débat
et de recaler un petit peu les gyros pour vous dire attention, cette information, voilà la réalité de l'information et voilà comment elle est interprétée et attention. Voilà ce que j'essaie de vous faire comprendre dans mes vidéos. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo qui est déjà assez longue. N'hésitez pas à poser vos questions, vous verrez, je réponds quasi systématiquement à toutes les questions qu'on pose. J'ai pas les réponses à tout, mais je peux vous passer des éléments qu'on vous a peut-être pas communiqué ou que vous avez peut-être pas entendu parler. C'est aussi ce but de pédagogie que j'essaie de faire, de vous montrer un petit peu l'envers du décor qu'on vous explique pas et qui est pourtant beaucoup plus crédible que ces théories que vous entendez là. À bientôt!